Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia. Donc cette vidéo vient compléter l'exposé du cours sur le modèle régression linéaire. Donc je vais vous parler sur les résidus dans le modèle de régression linéaire, ou bien en grec ça s'appelle homocédasticité dans un modèle de régression linéaire. Donc les résidus, c'est-à-dire en français, en grec c'est homo, c'est-à-dire le concept qui ajuste les résidus dans un modèle de régression linéaire s'appelle en grec homocédasticité. Donc on va voir c'est quoi ce concept là. Donc faisons un rappel sur la régression linéaire spécifiquement simple. On va faire un exemple en Python avec la régression linéaire simple pour comprendre le principe, mais c'est la même chose pour tout type de régression linéaire. C'est-à-dire tout type, on avait vu qu'on a des régressions linéaires simples, des régressions linéaires multiples et des régressions polynomiales. La régression linéaire simple est un cas particulier de la régression polynomiale avec un degré égal à 1. Très bien. Donc, on s'était dit que la régression linéaire, c'est le fait de déterminer le modèle d'apprentissage de régression linéaire simple revient à résoudre un problème d'optimisation qui est la minimisation du fonction objectif sous des contraintes. Donc la fonction objective c'est quoi? C'est la somme des carrés des résidus sous contraintes. Donc la fonction objective c'est le fait de minimiser la somme des carrés des résidus. Ici c'est-à-dire on a la somme qui est égale à moins plus et moins. Donc on calcule le résidu qui est f de x moins y au carré. C'est la somme des résidus et on appelle ça la somme moyenne. Pourquoi? Parce qu'on divise par 1 le nombre total des exemples. Donc c'est pour faciliter le calcul. On a ajouté ce quotient là, le 1 sur 1, pour faciliter le calcul. Très bien. Sous la contrainte qui est f de x égale y x θ égale à θ0 plus θ1 x plus epsilon. C'est-à-dire ici c'est la régression linéaire simple parce qu'on considère une seule variable explicative qui est le x et on a la variable expliquée qui est le y ou bien l'observation. Bien. Donc vous voyez que ici j'ai ajouté le epsilon, le résidu, parce qu'en réalité le problème, c'est-à-dire le modèle qui est déterminé par la machine, c'est un modèle estimé. Donc le fait de dire estimé, c'est-à-dire qu'il est proche du réel, du modèle réel. D'accord? Donc c'est pour ça le fait de dire proche, ça veut dire il y a une certaine différence, une certaine erreur si je puis dire, qui est structurée par la valeur epsilon. D'accord? Donc on va essayer de mieux comprendre cela. Donc la régression linéaire, ou bien en anglais linear regression, ajuste un modèle linéaire avec les coefficients ou bien les paramètres θ pour minimiser la somme. Donc le fait de dire ajuster les θ, on l'a déjà vu dans la vidéo qui concerne la régression linéaire. Ici, c'est-à-dire l'inconnu ici, c'est le θ. Et le connu, c'est le x et le y. Vous voyez? Donc la machine va considérer un dataset des données connues qu'on a structuré sous forme de x et y. X qui sont les futures, les observations, bien les caractéristiques, et y qui est la target ou bien c'est-à-dire l'observation ou bien la variable expliquée. Ok? Donc l'inconnu c'est les θi qui sont les paramètres du modèle. Donc la machine va déterminer le modèle en utilisant les x et y connus pour calculer le θ, c'est-à-dire calculer c'est-à-dire les valeurs des θi. Donc les θi qui sont les paramètres, ce sont des valeurs qui sont calculées par la machine. Donc c'est sûr que c'est des valeurs approchées. Par le fait que c'est un calcul machine, c'est sûr qu'il n'est pas exact à 100%. C'est un modèle estimé, c'est-à-dire on va obtenir un modèle général vis-à-vis, c'est-à-dire du dataset, qui va nous permettre de prédire un nouveau cas, mais toujours notre modèle, il est estimé. Donc le fait de dire estimé ou bien approché, donc c'est un modèle, c'est-à-dire il y a une erreur ou bien une différence qu'on a structurée sous forme d'epsilon, qu'on appelle résidu. Pourquoi on l'appelle résidu? Parce que c'est la différence entre la vraie valeur de y et la valeur qui est trouvée par le modèle, qui est déterminé par la machine, d'accord? Donc la machine détermine un modèle grâce à un algorithme d'apprentissage et puis elle va l'utiliser pour prédire un nouveau cas, ok? Donc lorsqu'elle veut déterminer le modèle, elle va considérer le x et y comme étant connu parce qu'elle va l'utiliser
en input à travers le dataset et elle va calculer les θ x sont les paramètres pour bien sûr compléter le modèle. Lorsqu'elle va utiliser ce modèle pour prédire un nouveau cas, donc l'inconnu c'est le x et les connus sont les θ. C'est-à-dire l'inconnu c'est le y, le connu c'est le x. Les θi sont déjà calculés par le modèle. Donc, on a, pour prédire un nouveau cas, on a x comme connu, y comme inconnu. On voudrait, c'est-à-dire prédire la valeur de y avec le modèle, c'est-à-dire dont les θi et les xi sont connus. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on appelle résidu, parce que c'est une différence entre la vraie valeur de y et la valeur estimée par le modèle déterminé par la machine. Très bien. Donc, je répète, le fait d'utiliser un modèle de régression linéaire, c'est ajuster un modèle linéaire avec des coefficients θi pour minimiser la somme résiduelle des carrés entre les cibles observées, qui sont les y, dans l'ensemble de données, et les cibles prédites par l'approximation linéaire. Vous voyez? Donc, c'est la différence entre les valeurs des cibles observées dans l'ensemble des données et les cibles prédites par l'approximation linéaire ou bien par le modèle déterminé par la machine. Donc, la droite de régression est celle qui minimise la somme des carrés des résidus. Les résidus sont les écarts, qu'on voit ici en rouge, entre les points et la droite de régression. Donc, je vais expliquer là, c'est-à-dire ce que je viens de dire, je vais l'expliquer en utilisant le graphique. Donc, vous voyez ici que les points, c'est-à-dire les nuages de points ici, les points en noir, ce sont les points qui visualisent les données du dataset. Donc, c'est les points réels. On a ici le x de chaque point, c'est-à-dire le coordonnées de chaque point qui sont les abscisses et les ordonnées. Chaque point, il a son x connu et son y. Très bien. Maintenant, en rouge, ici la droite en rouge, c'est le modèle qui a été déterminé par la machine, c'est-à-dire le modèle de régression linéaire, simple dans ce cas-là, qui a été déterminé par la machine. Donc, vous voyez que normalement, ce modèle, si on était dans la réalité, il devait contenir tous les points, parce que les points doivent appartenir au modèle, c'est-à-dire les points noirs ici doivent être sur la droite. Mais puisque les points sont dispersés, et la machine, pour déterminer un modèle général qui va lui permettre de prédire un nouveau cas, parce que ici, chaque point, il appartient à une droite différente, vous voyez? Donc, il a pris, je peux dire, la moyenne des droites, c'est-à-dire c'est une droite qui passe, vous voyez, entre c'est-à-dire le médium, entre le milieu des différents points, si je puis, c'est-à-dire m'exprimer. Le fait de déterminer un modèle fiable, c'est le fait de trouver, c'est-à-dire un modèle qui peut passer, qui est le plus proche possible des différents points du dataset. Donc, il est au milieu, si je puis dire, au milieu des différents points. Donc, il est le plus proche possible des différents points du dataset, parce qu'on voudrait trouver un modèle général pour prédire un nouveau cas. Donc, vous voyez que ce modèle, qui est, c'est-à-dire la régression linéaire qui est représentée par une droite, elle passe au milieu des différents points du dataset. Très bien. Donc, en réalité, le point noir ici, il n'appartient pas au modèle de régression linéaire. Donc, il y a une erreur, parce que normalement, il doit appartenir au modèle. Le point noir ici doit être sur la droite. Mais non, parce que la droite, c'est un modèle estimé par la machine. Donc, il y a une différence ici, c'est-à-dire une distance, c'est-à-dire un éloignement du point noir de la droite, du modèle estimé. Donc, cette distance-là, c'est le résidu. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs résidus. C'est selon c'est-à-dire la distance qui approche le point, qui est la donnée réelle, du modèle estimé. Donc, il y a, c'est-à-dire il y a des points qui sont très proches du modèle et il y a des points qui sont très loin du modèle. Donc, il y a des résidus. Donc, notre but, c'est d'essayer de minimiser le résidu, la somme des résidus entre les différents, c'est-à-dire entre différents points et la droite. Donc, le fait de considérer le carré et de diviser par m, c'est pour, c'est-à-dire ajuster le modèle. Mais l'essentiel, c'est la somme des différents résidus. On voudrait minimiser la somme des différents résidus. Donc, on a plusieurs résidus. Normalement,
si on va prendre une droite qui passe par ce point-là, elle arrange ce point, mais elle n'arrange pas d'autres points. C'est pour ça qu'on prend une droite qui peut arranger la majorité des points. Donc elle s'éloigne de quelques points et elle est très proche des autres points. C'est le modèle qui est déterminé par la machine, c'est-à-dire par le modèle de régression linéaire. Dans notre cas, linéaire simple. Très bien. Donc c'est ça le but, ou bien la sémantique de l'algorithme de détermination du modèle linéaire simple. Donc on voudrait minimiser, c'est-à-dire ces différents écarts entre les vraies valeurs des y et entre les valeurs, c'est-à-dire entre le modèle estimé par c'est-à-dire le modèle déterminé par la machine. Très bien. Donc, c'est sûr que ces différences-là, ces résidus-là, ils sont structurés par la valeur epsilon. D'accord? Donc, c'est sûr que si on va prédire un nouveau cas, par exemple, un nouveau cas qui va normalement appartenir à la droite. Donc, entre la vraie valeur, la valeur réelle du point et la valeur qui appartient au modèle, il y a une différence qui s'appelle epsilon. Par exemple, ici, ce vrai point ici. D'après le modèle, il appartient, et donc il est là. Il doit appartenir ici. Il doit être situé ici sur le modèle. C'est-à-dire, si on va prendre le x de ce point-là, le y donné par le modèle, il va être ici et pas ici. En réalité, c'est ça le y de ce x-là. Le vrai y, c'est ça. Mais selon le modèle estimé par la machine, si je vais lui donner le même y, c'est-à-dire qui appartient au dataset, je vais lui donner ce y-là, lorsque ce x-là, il va calculer un y, pardon, qui va être ce y, c'est-à-dire qui appartient au modèle, parce qu'elle va déterminer le nouveau y avec le modèle. Donc le point appartient au modèle. Donc normalement le vrai point c'est ici. Donc vous voyez qu'il y a une différence, il y a un résidu, un epsilon. Le meilleur epsilon c'est la valeur 0, c'est-à-dire il n'y a pas d'écart. Mais en réalité il y a quelques écarts. Donc ici l'écart il est grand, vous voyez ici que l'écart il est égal à 0, presque égal à 0 pour ce point-là. Donc l'estimation elle est correcte à 100%. Mais malheureusement, elle n'est pas correcte pour tous les points, pour quelques points. Pour d'autres, l'écart est très petit, pour d'autres, l'écart est très grand. Donc, on essaie de minimiser l'écart, de prendre le modèle qui minimise le plus les différents écarts, la somme de tous les écarts. Parce que pourquoi? On doit prendre tous les exemples du dataset. On doit pas, c'est-à-dire omettre aucun exemple. On doit prendre tous les exemples du dataset et essayer de minimiser l'écart de tous les points. D'accord? C'est pour ça qu'on prend la somme. Très bien. Donc c'est ça. Donc normalement le vrai modèle, c'est-à-dire l'écriture correcte du modèle de la régression linéaire simple, c'est θ0, c'est-à-dire y, x, θ, la valeur, c'est-à-dire la variable expliquée, qui est égale à θ0 plus θ1x, qui est la variable explicative, plus epsilon, c'est-à-dire cet écart-là, cette différence-là ici, qui peut varier entre -1 et 1. Donc le epsilon i ici est un terme résiduel aléatoire ou erreur. Donc c'est une erreur, d'accord? C'est une erreur qui a été faite par la machine lorsqu'elle va déterminer le nouveau modèle. Donc cela me permet de dire que les algorithmes d'apprentissage automatique, c'est des algorithmes approchés. Par le fait qu'ils nous donnent une solution, donc ils déterminent des modèles, mais ce sont des modèles non exacts. C'est des modèles qui sont généraux, qui font du bon apprentissage, mais pas dans tous les cas. Donc c'est pas global, donc on peut dire que c'est des algorithmes approchés. Très bien. On peut déduire que les algorithmes de l'apprentissage automatique sont des algorithmes approchés. Donc c'est sûr qu'on peut puisque la solution elle est approchée, donc on essaie toujours d'améliorer la solution pour converger vers la solution optimale qui est la solution exacte. Donc les résidus epsilon i ou les perturbations, ça s'appelle des perturbations parce qu'ils perturbent le modèle. Donc le fait de minimiser la fonction coût, qui est l'erreur quadratique moyenne, mean square error, revient à minimiser la somme c'est-à-dire la somme carrée des epsilon i. Donc les résidus qui correspondent à la différence entre les points issus des données et la droite obtenue par la régression linéaire. Donc les epsilon, c'est la différence entre les points issus des données, c'est-à-dire les points qui sont issus ici des données, c'est-à-dire les points sont issus du dataset, et entre les points, bien sûr, qui appartiennent au modèle. D'accord? Et entre la droite, c'est le modèle qui est, c'est-à-dire obtenu par la régression linéaire, par apprentissage. Donc les résidus sont un bon indicateur de la qualité du modèle. D'accord?
Donc, on utilise les epsilons pour voir si notre modèle il est bien ou non. Normalement, les epsilons doivent être très petits. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, il faut que la variation des epsilons concernant tous les points doit être, c'est-à-dire constante, pas tellement différente. Donc, les résultats sont un bon indicateur de la qualité du modèle d'apprentissage. Donc, en général, on va les structurer avec un graphique. Je vais revenir à cette... donc, les epsilons, ils varient entre -1 et 1 en général. OK. Maintenant, le graphe, donc on doit visualiser cette variation des résidus par des graphes, par un graphique, pour toucher, bien sûr, la qualité ou bien la fiabilité du modèle d'apprentissage. Donc le graphe des résidus est la première chose à consulter après l'estimation d'un modèle linéaire. Donc ça, c'est un plus que l'étudiant-chercheur doit ajouter à sa, c'est-à-dire à son utilisation d'un modèle d'apprentissage linéaire. Donc, après avoir bien sûr chargé son dataset et choisir les X et les Y, et puis déterminer le modèle de la régression linéaire, il doit tracer le graphe des résidus. Pourquoi? Pour juger de la qualité du modèle, ou bien la fiabilité du modèle. Deuxièmement, pour voir si ce modèle il est plus adéquat à son projet ou il peut penser à un autre modèle. Parce qu'on a dit que dans l'apprentissage automatique, il y a plusieurs modèles d'apprentissage. Il y a la régression linéaire, il y a les méthodes SVM, c'est-à-dire il y a plusieurs modèles. Donc, dans notre cas, si on va essayer la régression linéaire, si jamais on remarque que le graphe des résidus il est hétérogène, donc on va essayer de penser à un autre modèle, pour notre cas bien sûr, pour notre cas d'étude. Donc le graphe des résidus, on va voir après comment on va le tracer. Le graphe des résidus est la première chose à consulter après l'estimation d'un modèle linéaire. Donc vous voyez que j'ai utilisé la notion d'estimation par le fait que le modèle déterminé par la machine est un modèle estimé, il est approché, il n'est pas réel exactement. Donc l'appréciation de sa forme, la forme du graphe des résidus, renseigne précisément sur la validité et la fiabilité du modèle. Surtout, donc, comment? Donc, l'étudiant peut me dire comment. C'est-à-dire, j'ai mon graphe des résidus. Comment je vais dire si mon modèle il est adéquat ou non? Donc, en testant la notion de linéarité et celle de l'homocédasticité que je viens, c'est-à-dire dénoncer dans le début de cours. Donc, l'homocédasticité et la linéarité du modèle sont évaluées par un graphique. Bien. Donc, on va parler de ce mot-là, ou bien de ce concept. Le mot homocédasticité est un mot grec qui peut être décomposé en deux parties. Il y a la notion homo, en français c'est égal, et il y a cédasticité, en français c'est dispersion. Donc, sa signification est de telle sorte que si l'on joignait ces deux mots, qui sont adaptés bien sûr du grec, on obtiendrait quelque chose comme la même dispersion ou l'égale dispersion. Ça, c'est-à-dire on essaie de traduire le mot homo, c'est-à-dire il est utilisé même dans des articles en français, mais c'est-à-dire on voudrait l'expliquer avec des mots en français. Donc homocédasticité veut dire l'égale dispersion. Donc on a une dispersion, c'est-à-dire des différents résidus d'une façon égale ou bien constante. Comment? On va le voir maintenant. Donc on parle d'homocédasticité lorsque la variance des erreurs stochastiques de la régression est la même. Donc la variance des erreurs, c'est les résidus. Est la même pour chaque observation I allant de 1 à N. Donc la notion d'homocédasticité s'oppose à celle d'hétérocédasticité. Donc il y a homo, c'est l'homogénéité, et hétéro, c'est hétérogénéité. Donc la différence. Donc qui correspond au cas où la variance de l'erreur des variables est différente. Donc si la variance des erreurs, bien des résidus pour un modèle de régression est la même ou bien elle est constante, donc c'est un bon modèle. Si elle est différente, c'est un mauvais modèle. Donc c'est un mauvais modèle qui n'est pas adapté à mon cas d'étude. Je peux penser à le changer, à changer le modèle. Donc l'homocédasticité est une caractéristique d'un modèle de régression linéaire qui implique que la variance des erreurs est constante dans le temps. Donc un bon modèle, c'est un modèle qui a une homocédasticité, c'est-à-dire que la variance des erreurs, elle est constante dans le temps.
Ce terme qui s'oppose à l'hétéroscédasticité est utilisé pour désigner la propriété de certains modèles de régression linéaire dans lesquels les erreurs d'estimation sont constantes tout au long des observations. Donc si ces erreurs-là sont constantes, quel que soit le nouveau cas d'étude, donc on peut dire que c'est un bon modèle. Une variance constante nous permet d'avoir des modèles plus fiables. De plus, si une variance, en plus d'être constante, est également plus petite, cela se traduira par une prédiction du modèle plus fiable. Donc c'est un très bon modèle. Donc, si on voudrait généraliser, il faut que le epsilon soit constant. Ce epsilon-là, quels que soient les xi et les yi, le epsilon doit être constant. C'est-à-dire constant, on peut dire égaux, mais l'essentiel constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand changement des epsilons, des erreurs. Deuxièmement, le meilleur, c'est que les epsilons soient nuls, c'est sûr. Donc si l'epsilon est égal à 0, bien il est proche du 0, c'est-à-dire il est très petit, c'est sûr, c'est-à-dire que la différence elle est très petite, donc c'est bien. Pour récapituler ce que je viens de dire par les mots, graphiquement, vous voyez ici que les différences entre les différents, c'est-à-dire les résidus, c'est ça, c'est les lignes rouges, sont les résidus. Donc vous voyez ici, par exemple, ici le résidu est très petit, il tend vers 0, il est même égal à 0. Donc c'est un très bon cas, parce que ici, le point, il est bien prédit. Mais pour les autres, c'est très loin. Donc l'essentiel, c'est d'essayer. Donc pour un modèle, si un modèle il est bien, c'est-à-dire on dit qu'un modèle est adéquat pour notre cas d'étude, lorsque, c'est-à-dire ces écarts-là, ils changent d'une façon constante. C'est-à-dire on ne trouve pas cette hétérogénéité. Vous voyez qu'ici c'est très grand, ici c'est très petit. L'epsilon ici il est très grand, ici il est très petit. Donc normalement, les différences doivent être très proches. Donc, c'est ça la notion de, c'est-à-dire la notion d'homocédasticité. Ok. Donc, une variance constante nous permet d'avoir des modèles plus fiables. De plus, si une variance, en plus d'être constante, donc si on a c'est-à-dire la variance des erreurs, elle est constante dans le temps, et aussi elle est très petite, donc c'est bien. On peut dire que notre modèle il est fiable et la prédiction, elle va être très bien. Elle est plus fiable. Elle est très bonne. Donc, l'homocédasticité dans un modèle de régression linéaire. L'homocédasticité est une propriété souhaitable des erreurs dans un modèle de régression simple, par exemple. Donc, l'homocédasticité, comme nous l'avons dit précédemment, nous permet de faire des modèles plus fiables. Et cette fiabilité se reflète dans le fait qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec ce modèle, de faire de bonnes prédictions. Pour voir si notre modèle a la propriété d'homocédasticité, donc un bon modèle, c'est un modèle qui a la propriété d'homocédasticité, c'est-à-dire que les erreurs epsilon, bien les résidus changent d'une façon homogène, pas très différente, pas hétérogène. Donc, c'est-à-dire que pour voir si la variance de ces erreurs est constante, nous allons calculer les erreurs et les tracer sur un graphique. C'est avec le graphique qu'on peut déduire si la variance elle est homogène ou bien hétérogène. Donc vous voyez ici, pourquoi le graphique il est le plus adapté? Parce qu'un dataset il est très volumineux. Si on va considérer des tableaux, des calculs, parce qu'on pouvait utiliser des tableaux qui montrent le epsilon qui est le f de x moins le y. C'est-à-dire le f de x c'est la valeur de y avec le modèle estimé et le y c'est la vraie valeur. Donc pour analyser un tableau très volumineux, ça c'est très coûteux et ça peut nous mener à des erreurs. Ici, le graphique c'est visuel, ça peut vraiment nous aider directement à voir si notre modèle il est fiable ou non. Donc vous voyez ici par exemple, ici on a la ligne 0, l'origine. Donc vous voyez que le epsilon il varie entre -1 et 1, c'est-à-dire de façon standard. Donc vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire vous voyez c'est très hétérogène ici, c'est pas c'est-à-dire constant. Le fait de dire constant, c'est-à-dire c'est pas constant à 100%, c'est-à-dire que les différences sont égales, mais ils sont très proches les uns des autres. Par exemple ici, ce que je veux dire, par exemple ici, ce résidu-là, c'est-à-dire que la majorité des résidus sont très petits et très proches. Ils ne doivent pas être égaux à 100%, mais au moins très petits et égaux. Même si c'était, très, c'est-à-dire comme pour cet exemple-là, même si il est grand ici. Mais
c'est-à-dire les autres résidus sont à peu près la même chose comme ce même résidu, donc on peut dire que c'est un bon modèle. Donc il est constant dans le temps, il est homogène, c'est-à-dire la différence, elle n'est pas très grande. Il n'y a pas cette variation-là. Vous voyez que dans un cas, vous voyez, il tend vers 0, ici par exemple, et dans ce cas, il est très grand. L'epsilon, il est très grand. Donc ça, c'est hétérogène, on peut dire que ce modèle n'est pas adéquat. Donc l'indicateur ici, c'est-à-dire sous forme d'oscillation ici, l'indicateur flûte vers le bas et vers le haut sur cette ligne de manière plus ou moins homogène. Plus ou moins dans ce cas-là, parce que des fois il y a différence. Plus ou moins, donc je peux dire qu'il est bon ou non, tout dépend des cas d'étude. Donc, l'essentiel, comment j'ai obtenu ce graphe-là? Je vais prendre donc l'abscisse c'est les x, et ici c'est l'erreur, c'est l'epsilon. L'epsilon, comment je l'ai calculé? C'est f de x moins y. Y c'est les valeurs du dataset, f de x c'est les mêmes valeurs qui ont les mêmes caractéristiques que y, mais qui sont obtenues par le modèle déterminé par la machine. Donc on va toucher cela par la programmation sous Python. Donc j'ai lancé bien sûr mon navigateur Anaconda, j'ai utilisé le notebook Jupyter. Donc j'ai déjà lancé mon programme, je l'ai déjà commencé. Donc je charge mon dataset Iris, donc je travaille toujours avec Iris. On a déjà vu cela. Maintenant je vais voir le cas des résidus. Donc j'ai chargé mon dataset, je vais exécuter. Très bien, donc il m'a affiché mon dataset. Je vais considérer le cas d'une régression linéaire simple. Donc je vais considérer une seule variable explicative. Donc j'ai pris le x comme étant df qui est le dataset iLog. J'ai pris une seule colonne, la première colonne qui est la première colonne ici, c'est la longueur de la sepal length. Très bien. Pour y, je vais prendre la deuxième colonne. Là, c'est d'une façon, c'est-à-dire directe pour comprendre le principe des résidus. Le y, la même chose, j'ai pris une seule colonne qui est la deuxième colonne qui est 1. Très bien. Parce qu'on sait qu'en Python, la première colonne, elle a comme indice 0. La deuxième, elle est comme indice 1, ainsi de suite. Très bien. Maintenant, l'encodage, on n'a pas besoin d'encodage ici parce que le y ici, le y et le x, ils sont de type réel. Donc, c'est pas la peine de faire de l'encodage. Pardon. Donc, vous voyez que c'est réel. Donc, si on avait des caractères, on devait faire de la conversion du type caractère vers le type float. Donc, dans notre cas, on n'en a pas besoin parce que les deux colonnes sont de type, vous voyez que les deux colonnes, la première et la deuxième qu'on a considérées, sont de type réel. Donc on a considéré la première colonne comme la variable x qui est la variable explicative ou bien le future, et la deuxième colonne comme étant la target ou bien l'observation, c'est-à-dire y. Très bien. Maintenant, je vais passer à la détermination de mon modèle en utilisant bien sûr la librairie scikit-learn. Donc, from scikit-learn linear model, je vais importer linear regression. Je vais utiliser le modèle de la régression linéaire. Donc, je vais déterminer un modèle que je vais appeler linreg. C'est la détermination de linear regression. Et je vais faire de l'entraînement avec x et y. Donc, vous voyez que l'entraînement ici, je n'ai pas fait cette différenciation entre les x d'entraînement et les x de test parce que je ne vais pas utiliser des métriques. Je voudrais montrer la notion de résidu, donc je vais m'entraîner sur tous les datasets. Je vais considérer tout le x, 100% x. Vous voyez, 100%. Je vais prendre tous les exemples de mon dataset. Dans notre cas, notre dataset, il a 150 exemples. On a vu ici, normalement, j'ai déterminé ici la notion de, comment dirais-je, le Y-shape, c'est-à-dire la dimension des deux matrices. Donc, on a 150 exemples et une seule colonne. Parce qu'on est dans le cas de la régression linéaire simple. Donc, j'ai déterminé mon modèle, linreg. Maintenant, je vais l'utiliser. Bon, pour faire le traçage du graphe des résidus pour pouvoir juger de mon modèle. Bon, avant de passer au traçage, comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, je vais utiliser deux façons pour tracer ma droite. Je vais définir un modèle reg, c'est-à-dire sous forme de θ1 x plus θ0, c'est-à-dire le modèle plus le résidu. Donc ici, on a le θ0, je vais le déterminer avec la fonction linreg du modèle de régression linéaire avec l'interception, et θ1 qui est linreg, coefficient, les coefficients, bien les paramètres, bien les coefficients du polynôme. Bien.
Donc, ce modèle ligne recte sans résidu, vous voyez ici, et j'ai utilisé un modèle résidu avec, c'est-à-dire, c'est θ1x plus θ0 plus le résidu. Le résidu, c'est quoi? C'est y moins modèle règle x. C'est-à-dire, c'est y moins f de x. Y, c'est la vraie valeur de l'observation. Modèle règle x, c'est l'observation obtenue par le modèle déterminé par la machine. C'est linear regression. En utilisant linear regression. Vous voyez? Très bien. Donc, j'ai défini deux fonctions ici pour faciliter l'utilisation par la suite. Très bien. Donc, ici, je l'ai adapté avec, c'est-à-dire le modèle qui est sous forme, c'est-à-dire l'écriture algébrique, c'est θ1x plus θ0 et plus epsilon. Ici, c'est sans l'epsilon, ici avec l'epsilon. Vous voyez? C'est plus y moins modèle règle. Très bien. Donc, ici, bien sûr, j'ai déterminé un nouveau cas. Je vais exécuter. J'ai considéré un nouveau cas, par exemple, qui a comme valeur 4,2. Donc, vous voyez que j'ai pris une seule valeur parce qu'on est dans le cas d'une régression linéaire simple. X nouveau. Et je vais prédire ce X nouveau avec model regression, c'est-à-dire que j'ai déterminé avec ma fonction. Ou bien je peux utiliser la fonction predict de scikit-learn. Donc, dans les deux cas, ça va donner la même valeur. Ça, c'est pour vous montrer les deux façons. J'ai déjà considéré ça dans la vidéo précédente. Je détermine mon modèle ou bien avec la façon algébrique ici en déterminant les paramètres θ0 et θ1 ou bien en considérant bien sûr la fonction predict de scikit-learn. Donc, normalement, je dois avoir les mêmes valeurs de y. Vous voyez, donc j'ai les mêmes valeurs, 3,14, ainsi de suite. C'est la même avec fit, c'est-à-dire avec le fit et predict. Et on a le modèle avec ma fonction que j'ai déterminée sous forme de multiplication entre le vecteur θ, la matrice x, plus θ0 qui est le biais. Bien. Dans le traçage, je vais après tracer le résidu pour voir. Maintenant, bon, ici, le résidu, c'est quoi? Je vais faire l'impression des résidus. Les résidus, c'est quoi? C'est le y moins modèle régression x. C'est-à-dire y, c'est la vraie valeur de yx qui est obtenue dans le dataset. Et modèle régression x, c'est le f de x, c'est-à-dire c'est la valeur de y, mais qui est donnée par le modèle, déterminé par la machine. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a des différences entre le vrai y et le y déterminé par la machine. Je vais faire un shift en trait. Donc, vous voyez que j'ai ici le vecteur des epsilon i. Donc, vous voyez ici, c'est 0,4. On a une différence de 0,4. Ici, c'est moins 0,1. Ici, c'est 0,08. Donc, vous voyez la différence? Des fois, epsilon égale à 0,4. Pour un autre exemple, epsilon égale à 0,08. Il est très petit. Dans ce cas, il est très grand. Dans notre cas, il est négatif. Dans notre cas, il est positif. C'est-à-dire, la différence, elle est en moins et en plus. Dans ce cas, c'est moins 0,8. Ici, vous voyez, moins 0,3, c'est-à-dire c'est 0,008. Donc, c'est très petit. Donc, vous voyez qu'il y a des epsilon très petits, ou c'est l'idéal, parce que si l'erreur elle est petite, c'est-à-dire si elle tend vers 0, donc la prédiction, elle est bien. Si elle est très grande, donc la prédiction, elle tend vers l'erreur. C'est-à-dire le point il est très loin du modèle. Donc, vous voyez comme mon vecteur epsilon, c'est-à-dire le vecteur des résidus, epsilon i, c'est des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 1, et ils sont différents. Vous voyez la notion d'hétérogénéité, c'est dans ce tableau-là qu'on capte la notion d'homogénéité et d'hétérogénéité, avant de tracer le tableau, bien sûr. Donc, l'homogénéité, c'est-à-dire, on a des différences, mais qui sont très proches. Mais dans notre cas, les différences, ils sont un petit peu éloignées. Ici, on a 0,4. Ici, on a 0,008. Vous voyez, ou c'est normal parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'image. Ici, vous voyez les epsilon, les écarts entre les points et le modèle déterminé ou bien estimé par la machine, ils sont hétérogènes. Il y a des écarts qui sont très petits, il y a des écarts qui sont très grands. Donc le meilleur modèle, c'est un modèle qui passe dans le dataset, dans le nuage de points du dataset, de telle façon que tous les écarts sont très proches, sont homogènes. Vous voyez? Très bien. Donc, très bien. Maintenant, je vais passer au traçage. Donc, le traçage ici, bien sûr, j'ai la première ligne, c'est pour pouvoir, bien sûr, c'est Matplotlib Notebook avec comme au début l'indice puis le symbole pourcentage pour pouvoir créer une nouvelle page pour visualiser notre image, bien notre graphe. Dans le but, bien sûr,
d'une visualisation claire, et aussi on peut enregistrer bien sûr le graphique, et on peut aussi le bouger. Donc ici, bien sûr, j'ai utilisé le module PyPlot de Matplotlib, de la librairie Matplotlib. Maintenant, je vais faire deux images, donc je vais utiliser deux figures, une pour la régression et une pour les résidus. Pour le modèle régression, et de la deuxième pour les résidus. Donc, je vais utiliser subplot. J'ai deux subplots, une pour la régression et une pour les résidus. Donc, je vais premièrement, avec le scatter, je vais visualiser les différents points du dataset. Avec le PLT plot, je vais premièrement visualiser X model regression, c'est-à-dire mon X avec le modèle estimé par la machine. Puis je vais, avec un scatter, visualiser le nouveau point que j'ai prédit, c'est-à-dire ma prédiction de X nouveau, pour voir que le point appartient au modèle, parce que c'est un point qui est prédit par le modèle estimé de la machine. Et puis je vais essayer de voir maintenant le model regression, c'est-à-dire faire les résidus. Les résidus, c'est quoi? Donc je vais faire le XY moins model regression. Je vais faire la différence. Donc je vais comme abscisse avoir le X, comme ordonnée c'est Y moins model regression. Donc je vais faire la différence, c'est-à-dire je vais visualiser ce vecteur là, le vecteur epsilon, qui est la différence entre le vrai Y et le Y qui est estimé par le modèle, bien prédit par le modèle estimé. Très bien. Donc je vais visualiser, Shift Entrée. Très bien. Donc j'ai deux graphiques. Le premier graphique, c'est la régression linéaire simple. Donc vous voyez que j'ai ici ma légende. Donc on a ici en rouge, c'est les données. Donc c'est le dataset. C'est les différents points, c'est les fleurs d'iris. Parce que notre dataset, c'est le dataset des fleurs d'iris. Donc les points ici structurent les fleurs d'iris. Bien. Vous voyez qu'en bleu ici, c'est le modèle régression. C'est une droite. Vous voyez qu'elle passe dans le milieu. C'est-à-dire le milieu des différents points. Très bien. Au milieu des différents points. Très bien. Maintenant, le vert, c'est le nouveau point prédit par c'est-à-dire c'est un cas nouveau que j'ai prédit avec mon modèle. Vous voyez qu'il appartient au modèle. Donc déjà c'est bien, il appartient au modèle, et on voit qu'il est dans le dataset. Il n'est pas éloigné pour dire que, c'est-à-dire c'est un cas isolé. Il est dans les alentours des différents points. Donc il est proche du réel. Très bien. Maintenant, on va tracer les résidus. Ça, c'est le graphique des résidus. Le résidu, c'est quoi? J'ai pris comme abscisse les X, les différents X, les différents, c'est-à-dire variables explicatives. Et ici, le résidu qui est égal à Y réel moins Y du modèle. Donc, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas constant, c'est pas homogène. Vous voyez qu'il y a ici des hauts et des bas. C'est-à-dire le epsilon, il est vraiment très varié. Donc, la différence entre les epsilon, la différence entre Y et Y, c'est-à-dire le Y réel et Y du modèle, elle est hétérogène, elle n'est pas homogène. Donc on est dans le cas de, ici je vais le prononcer en grec, je suis dans le cas contraire, c'est-à-dire j'ai l'homocédasticité. Donc la différence, elle est très constante. Donc on remarque qu'il y a la ligne 0, et normalement, c'est-à-dire mon graphe, il est proche de la ligne. Je suis dans le cas de l'hétérocédasticité. Il y a une variance différente entre les différents résidus. D'accord? Vous voyez ici que le 0 ici, c'est la ligne 0. Je devais la tracer pour mieux voir. Donc c'est la droite, c'est-à-dire de l'origine. Vous voyez qu'il y a des plus et des moins. C'est-à-dire il y a des epsilon positifs et des epsilon négatifs. Mais la variation, elle est très hétérogène. Donc on peut dire que ce modèle de régression linéaire simple, il n'est pas très adapté à mon cas. Je pouvais penser par exemple à une régression polynomiale. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer la régression polynomiale, et on va essayer de comparer le graphique des résidus avec le graphique des résidus de la régression polynomiale, et voir si la régression polynomiale elle est plus adaptée à notre cas. Bon, ici, c'est dans le cas d'une régression simple. On pouvait même utiliser une régression multiple. Peut-être que la régression linéaire multiple, elle est meilleure. Donc, je vais même faire la même chose avec une régression linéaire multiple. Je vais le faire dans la vidéo précédente. On va tester le même
principe avec la régression linéaire simple et on va voir le graphique des résidus. Donc ça, c'est un graphique qui doit être utilisé par le data scientist ou bien le chercheur dans un premier lieu avant d'utiliser les métriques comme le score et ainsi de suite ou bien la matrice de contingence, mais ça n'empêche que c'est un point qui vous aide à voir si votre modèle il est fiable ou non. C'est le graphique des résidus. D'accord? Donc, très bien. Maintenant, cela termine. Je peux même utiliser des histogrammes pour voir la variance des écarts. J'ai utilisé ici la fonction hist pour afficher l'histogramme des résidus. Shift Entrée. Donc vous voyez l'histogramme ici, vous voyez, il n'est pas tellement homogène, il est hétérogène. Il y a des écarts qui sont très grands et il y a des écarts qui sont très petits. Vous voyez, il y a des écarts qui sont très grands et il y a des écarts qui tendent vers 0, qui sont très petits. D'accord? Donc normalement, les écarts doivent être très proches ou bien constants dans le temps, c'est-à-dire constants d'une façon homogène. Bien. Donc ici, je vais faire un autre essai. Je vais essayer de prendre une vraie valeur de x et voir son y. Par exemple, ici le x est égal à 5,1. Son y c'est 3,5. On va voir ici pour vous toucher le résidu entre le y, le vrai y et le y estimé par, ou bien calculé par le modèle estimé. Donc je vais prendre ici y égal à 5,1. 5,1. Ok? Bien. On va essayer de faire l'estimation. Très bien. On va faire le traçage. Donc vous voyez, notre point il est sur le modèle. On va voir la valeur du modèle. C'est-à-dire, normalement c'est le premier. On a une différence de moins 0,4. On va essayer de voir la valeur de y ici. Donc on a trouvé on a fait la prédiction. Donc la prédiction c'est 3. Donc vous voyez c'est 3,09. Et la vraie valeur, ici je vais afficher donc 5,1. Je vais afficher, je vais voir le x de 5,1. Donc, c'est-à-dire on a x égale 5,1, le y égale 3,5. Donc la vraie valeur de y c'est 3,5 et par le modèle c'est 3,09. Vous voyez, donc vous voyez que dans la réalité le point il appartient au modèle. Vous voyez, il appartient au modèle, c'est sûr et certain. C'est-à-dire les prédictions, les nouvelles prédictions, c'est-à-dire les nouveaux cas. Donc vous voyez que ce point-là c'est un nouveau point qui est intégré dans le nouveau dataset, c'est-à-dire dans l'ancien dataset. L'ancien dataset c'est 150 exemples. Maintenant on a 151. Parce que le point vert, c'est le nouveau cas. Mais le nouveau cas, normalement, 5.1. Le 5.1, il a x égale 5.1, il a 3,5 normalement. C'est ce point-là. D'accord? Mais malheureusement, le modèle, il a donné 3,09. Donc, il y a une différence entre, il a donné la valeur de 3,09. C'est une différence de 0,4. Vous voyez, 0,4. Donc, vous voyez que le modèle est toujours approché, il n'est pas très loin. Donc, vaut mieux 0,4 quand même, c'est une erreur très grande. Avoir une erreur est égale à 0,0005, c'est mieux. Par exemple, ici, la meilleure erreur, c'est ici. Dans par exemple, on a le moins 0,2, moins 0,3. Normalement, c'est cette valeur-là. Le moins 0,3. Donc, c'est 0,008. C'est très petit, vous voyez. Donc, ça reste un modèle estimé qui prédit des cas, mais des cas, bon, 3,09 par rapport à 3,5, c'est proche. Mais des fois, ça peut donner des valeurs très différentes. On va essayer de voir, par exemple, pour ce cas-là. Ici, on a un cas, vous voyez, ici, vous voyez ici, on a ici le cas qui est positif, plus, on a 1,12. Et là, c'est très loin ici. Je vais essayer de voir pour capter le numéro, je ne peux pas. Je vais faire une recherche. Je voudrais visualiser ce cas-là où l'epsilon il est très grand. Vous voyez, c'est 1,33. Pas normal, 1,33. Non, c'est un cas bizarre. Je vais prendre par exemple le cas
Le deuxième cas, par exemple, ou bien le quatrième cas, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va voir le cas où x égale à 5. Normalement, on trouve y égale 3,6. On va voir combien on va trouver y. Ici, ça va prendre un 5. Donc, voyez le 3,10. Donc, c'est pas tellement loin. Parce que 5, c'est 3,6. On a trouvé 3,10. Très bien. Cela pour voir qu'on peut toujours... Vous voyez le 10, le point, il appartient au modèle, toujours. Vous voyez qu'il appartient au modèle. Mais normalement, c'est un point rouge, c'est un point du dataset. Donc normalement, le point rouge, il est là, par exemple. C'est ce point-là. L'essentiel, il y a un écart entre le vrai Y et le Y prédit par le modèle. Donc ce Y qui appartient bien sûr au modèle. C'est un point qui est comme abscisse. Le X, le vrai X, est comme ordonnée, le Y déterminé par le modèle estimé. Donc, cela termine ma présentation sur le graphe des résidus qui est très important pour évaluer votre modèle. C'est un des moyens utilisés pour évaluer votre modèle. Donc, c'est un graphe qui montre la notion d'homocédasticité. Donc, c'est important que l'étudiant donne de l'importance à cette notion dans son projet qui concerne le machine learning. Il doit penser à ce moyen de prédiction, ce moyen d'évaluation. Il est toujours bien, surtout, il est basé sur le graphique, donc c'est plus facile à, c'est-à-dire évaluer notre modèle. Donc, cela termine mon exposé. Donc, à la prochaine vidéo concernant la régression polynomiale, et on va toujours utiliser ces moyens d'évaluation. Merci.